Merci de nous rejoindre sur Chérif la télévision. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Moyen de communication par excellence car il permet le rapprochement des personnes et un gain de temps. L'utilisation du téléphone portable par les enfants est devenue une équation à plusieurs inconnus pour bon nombre de parents. Les réactions au micro de Abdelkarim Sako et Draman Mali. Le téléphone portable, l'un des moyens de communication parmi la panoplie dont dispose l'homme du XXIe siècle, fut inventé par Martin Cooper en 1973. Son avènement a boosté la télécommunication par ce que l'on pourrait appeler l'abolition des frontières entre les peuples. Cependant, son utilisation à mauvais escient par les adolescents préoccupe beaucoup de parents qui ne cachent pas leurs inquiétudes par rapport aux dangers que cela peut engendrer. Les moyens de communication ont beaucoup évolué, surtout au téléphone. Et ça a certes des avantages, mais à mon niveau, je me plains beaucoup parce que c'est un système et des téléphones, dans certains téléphones, il y a des systèmes que nous, de l'ancienne génération, on ne maîtrise pas. Nos enfants, les plus petits, depuis 5 ans, ils maîtrisent. Et les programmes qui sont souvent dans ces téléphones sur certains sites, vraiment, ça laisse à désirer en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. C'est ce qu'on plaint beaucoup. Sinon, l'usage du téléphone, c'est bien. Par exemple, moi, aujourd'hui, je suis là. Si j'ai besoin des enfants à la maison, je les appelle. S'il y a quelque chose à la maison, ils m'appellent directement. Et on est en contact. C'est comme si on est en contact en permanence. Ce lien-là existe. Mais l'utilisation autre, par exemple les films pornographiques, et puis même pas des films pornographiques, des choses, et c'est pas comment les qualifier. Par exemple, quand on voit des enfants voient des chiens en train de coucher avec des femmes, des femmes, des trucs pornographiques avec des chevaux, ainsi de suite. Vraiment, c'est la perversion totale. Il ne faudrait pas que, si on peut ne pas interdire, ce n'est pas par la loi, mais par des moyens techniques, ceci, à ce que ça n'éteigne pas la jeunesse, ce serait mieux. Le téléphone entre dans la technologie. Donc vraiment, c'est un outil qui a révolutionné, on peut dire, le monde. Mais l'usage excès de toutes choses est nuisible. Pour moi, aujourd'hui, c'est un fléau qui est là, surtout au Mali. Les gens, ils utilisent n'importe comment les téléphones, surtout nos adolescents qui utilisent surtout les réseaux sociaux. On voit que les réseaux sociaux nous amènent des choses qui ne sont pas très agréables. Donc pour moi, c'est si l'État ou si les autorités ou les parents peuvent s'impliquer de manière forte pour diminuer l'usage des téléphones à nos adolescents. Je pense que c'est mieux. Un adolescent peut bien vivre sans les téléphones. Donc si on peut vraiment arrêter l'usage du téléphone avec les adolescents, je pense que ça va être une bonne chose. À cause de ce que cela peut avoir comme inconvénient sur l'éducation des enfants, certains mettent en cause la responsabilité des parents. Les parents aussi, nous devrons nous auto-éduquer et éduquer nos enfants dans ce sens. Hein? Ceux qui ont fait, même à la télé, souvent il y a des programmes qu'on dit interdits. Moins de temps en temps, on me dit de mettre le code familial et ainsi de suite. Mais le problème est que ces codes-là, les enfants maîtrisent ça mieux que nous. Tu les mets, ils rentrent, ils décodent. Donc il n'y a pas de problème. C'est que vraiment, il va falloir que les parents même se mettent dans une idée pour dire que l'éducation de mon enfant, c'est comme ça. À tel âge, il doit savoir ça. À tel autre âge, il doit savoir. Maintenant, quand il est majeur, ça, le reste là, c'est sa conduite. Et la conduite de la famille, que tu lui montres et qu'il doit tenir compte de ça. Sinon, en laissant les enfants faire tout, les parents participent, n'est-ce pas, à la déperdition de leur enfant.
on peut s'en passer de ces choses-là pour vraiment bien éduquer nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, le constat est que nos jeunes filles, ils communiquent avec les gens, étant dans la maison, c'est le débauche, quoi. Je pense que on peut, pour moi, hein, ce n'est même pas, comme on appelle, la qualité du téléphone. Pour moi, on doit arrêter avec l'usage du téléphone par nos adolescents. Vraiment, pour moi, c'est indispensable. Nous, on était très jeunes ici, on n'avait pas de téléphone. En ce moment, les téléphones n'étaient pas développés, on n'avait pas de téléphone. On parvient à faire nos commissions et autres sans les téléphones. Donc, vraiment, pour moi, c'est pas bon. Même à l'école, qu'est-ce qu'on constate dans nos écoles? Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils filment les cours, les examens et tout. À l'évaluation, qu'est-ce qu'on voit? On triche avec les téléphones. Je pense que l'usage du téléphone aujourd'hui, c'est devenu un fléau. Terminons par cette boutade selon laquelle la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le 29 août est décrétée Journée internationale contre les essais nucléaires de l'ONU. Elle vise à long terme à abandonner le nucléaire pour un monde en paix. Pourquoi les grandes puissances sont-elles divisées pour son entrée en vigueur? Élément de réponse avec Amadou Diallo. La célébration de cette journée est indispensable à la promotion de la paix et de la sécurité internationale. Je pense que cela permettra d'amener la paix dans le monde. Surtout un pays comme le nôtre qui traverse des difficultés de tout genre. Et la paix, sans laquelle il saurait y avoir des développements, toute initiative qui concourt à amener la paix dans le monde, je pense que c'est une bonne initiative que l'ONU, les décideurs de l'ONU ont eu à prendre pour décréter cette journée comme journée pour dénucléariser en tout cas, afin d'amener la paix dans le monde. Nous savons tous que les essais nucléaires représentent un grand danger pour l'ensemble du monde entier. Et quant aux essais, et partout ça a des conséquences néfastes. Donc, si l'Organisation mondiale consacre une journée à cette cause, je pense que c'est encore plus noble et juste afin qu'il y ait un équilibre mondial, surtout la paix. Il existe un traité international visant à mettre un terme à toutes les formes d'essais nucléaires. Le traité d'interdiction complète des essais nucléaires n'est malheureusement pas encore en vigueur. Oui, j'ai regardé un peu les différentes résolutions qui ont été votées au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies. Et chaque fois, on a constaté quand même que la plupart des pays, en tout cas des grandes puissances, n'ont jamais voulu, ont tout fait pour que ces traités ne soient pas appliqués ou ces traités ne soient pas votés à l'unanimité des membres. Parce que tout simplement, ces puissances, comme on le dit, veulent dominer le monde. Donc qui veut dominer le monde veut toujours marquer sa suprématie sur les autres. Et je pense que le nucléaire, effectivement, il y a l'aspect militaire, mais aussi il y a l'aspect énergie. Et tout ça font que, je pense que les États les plus puissants, qui sont déjà en avance sur les autres, n'est-ce pas, veulent dominer le monde. Donc ne souhaiteraient pas que les autres ont les armes nécessaires pour aussi se mettre, en tout cas, à les concurrencer ou à faire face à leurs intérêts. Vous savez, le monde, c'est la lutte d'intérêts. Les États, comme on le dit, n'ont pas d'amis, mais n'ont que des intérêts. Et je pense que aujourd'hui, celui qui est plus fort sur le plan militaire peut dominer le monde économiquement. Et je pense que c'est l'intérêt, c'est plutôt, en tout cas, l'intérêt économique qui est caché derrière. Les grandes puissances, leur division peut se situer sur beaucoup de facteurs. D'abord, il peut y avoir un facteur économique, puisque quand on fabrique, il y a lieu aussi de vendre. Donc, ça peut être dû à ces dépenses effectuées. Et d'autre part, et ceux qui sont animés de mauvaises intentions, et rien que pour déséquilibrer le monde, pensent aussi qu'il est nécessaire
donc de ne pas accorder un crédit à cette journée de dénucléarisation. Mais plus singulièrement, nous sommes en Afrique ici. Quant à l'Afrique, nous sommes pratiquement un continent exposé face à ces grandes puissances. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour que ces grandes puissances puissent parler le même langage afin d'accorder un crédit à cette journée qui soit respectée par tous, puisque c'est l'Organisation mondiale qui en a décrété ainsi. L'ONU espère qu'un jour, toutes les armes nucléaires seront éliminées. D'ici là, observons la journée internationale contre les essais nucléaires et travaillons à la promotion de la paix et de la sécurité du monde entier. 300 ménages dans 7 quartiers de la commune 3 du district de Bamako bénéficieront bientôt de l'avoir puisard. Les autorités communales, en présence du représentant du gouvernorat, ont procédé à la pose des premières pierres. Al-Amidou Badili nous en dit plus. Le développement d'une nation passe nécessairement par la santé de sa population. C'est dans cette optique que les autorités de la commune 3 ont décidé de répondre aux attentes de la population par la réalisation de ces lavoirs puisards. Objectif, contribuer à la gestion rationnelle des eaux usées par les ménages. Financé à hauteur de 75 millions de francs CFA par la coopération japonaise, ce projet répond aux aspirations des autorités communales d'offrir un cadre de vie meilleur aux populations. La plupart des gens font la lessive et la vaisselle dans les rues, dans les carrés. Donc les eaux usées sont déversées dans la rue, ce qui cause d'énormes problèmes de santé publique. L'avoir puisard va consister à gérer, à recevoir tous les eaux usées, non seulement à utiliser les travaux de vaisselle, de lavage et de lessive, et le puisard aussi est là pour recevoir ces eaux usées. Donc au lieu qu'on rejette ces eaux usées dans la rue, donc le puisard est là juste pour recevoir ces eaux usées. Donc ça diminue réellement le déversement des eaux usées dans la rue et dans les familles. Ça contribue aussi à la santé de nos familles et surtout des enfants. Kodabougou, Nyomirambougou, Samé, Dar Salam, Ntomikorobougou, Badjalan 2 et 3, ce sont en tout 7 quartiers qui bénéficieront de ce projet pilote. Une occasion pour les élus de la localité de remercier la coopération japonaise pour son élan de solidarité et d'exhorter les futurs récipiendaires à un bon usage de ces infrastructures. 300 lavoirs puisards que nous allons réaliser au niveau de la commune, grâce au soutien financier de l'ambassade du Japon. L'ambassadeur nous a cru et après notre requête, très rapidement a réagi et a mis à notre disposition ce fonds pour pouvoir réaliser ces projets. L'appel à l'ancien, à la population, c'est de prendre soin de ces équipements pour qu'il y ait la pérennisation. Sans cela, ça va être compliqué pour nous de relever tous les défis qui se posent à nous. La commune, à l'instar des autres communes, est confrontée à beaucoup de défis. Les défis du développement. Pour la municipalité, des initiatives sont envisagées dans un proche avenir pour sensibiliser la population et l'inciter au paiement de la TDRL, et ce, en vue de contribuer à un développement réel de la commune. Et nous retrouvons Sadio Sidibé pour le commentaire de l'actualité africaine. C'est tout de suite en bref et en images. Le gouvernement sud-africain s'obtient un soutien de taille dans son projet controversé de réforme agraire. En visite en Afrique du Sud, la première ministre britannique Theresa May a annoncé que son pays adoubait cette politique foncière. Une réforme foncière qui est légale, qui est transparente, qui émerge d'un processus démocratique, a-t-elle assuré devant les journalistes réunis à Cape Town, précisant qu'elle discutera plus tard dans la journée avec son hôte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Les commentaires du président américain avaient déclenché l'ire de Pretoria, qui lui a reproché d'alimenter les tensions raciales dans les pays, qui a subi les affres du régime ségrégationniste de l'apartheid jusqu'en 1994. Dès son arrivée au pouvoir,
le chef de l'État sud-africain a promis d'accélérer les processus de réforme foncière sous la pression de l'aile gauche du parti au pouvoir ANC et des combattants pour la liberté économique de Julius Malema. Le président nigérian Muhammadu Buhari était mardi sous le feu des critiques de l'opposition, de la justice et de la société civile pour avoir déclaré que la sécurité du pays passait avant le maintien de l'état de droit. Selon l'ancien général, déjà à la tête du pays dans les années 1980, pendant les dictatures militaires, l'état de droit est soumis à la suprématie de la sécurité de la nation et de l'intérêt national. Alors que le pays est en pleine campagne électorale en amont du scrutin présidentiel de février 2019, le principal parti d'opposition, le Parti populaire démocratique PDP, a rappelé que le maintien de l'état de droit ne pouvait être soumis à aucun compromis. L'avocat nigérian Ebun Olu Adegbaroua a publié mardi une longue lettre ouverte au président Buhari, expliquant que cette position était dangereuse à l'approche de l'année électorale de 2019. La vice-présidente de la Cour suprême du Kenya, Philomena Mwilu, a été arrêtée mardi soupçonnée d'enrichissement personnel illégal, a annoncé le procureur en chef du pays. Philomena Mwilu faisait partie des juges qui ont annulé la réélection du président Uhuru Kenyatta en août 2017. Une décision historique qui avait provoqué l'organisation d'une deuxième présidentielle en octobre 2017. Boycottée par l'opposition et remportée par M. Kenyatta en octobre 2017. Les gardes du corps de Mme Mwilu avaient été tués par balle dans des circonstances non élucidées, la veille d'une audience de la Cour suprême sur un éventuel report de la deuxième élection présidentielle. Mme Mwilu n'avait pas participé à cette audience et le quorum de la Cour suprême n'ayant pas été atteint. Plusieurs autres juges étant absents, l'élection s'était tenue à la date initialement prévue. Actualité au Gabon, 5 jours après avoir décidé de la suspension d'1 an de France 2 au Gabon, la haute autorité de la communication a annoncé mardi une réduction de cette peine à 3 mois. Au terme d'une séance plénière extraordinaire lundi 27 août, la haute autorité de la communication du Gabon a décidé de réduire de 9 mois la sanction infligée à la chaîne de télévision publique française, initialement fixée à 12 mois. France 2 avait écopé de cette suspension suite à la rediffusion le 16 août du documentaire Le Clan Bongo, une histoire française. La HAC avait estimé que ce film déjà diffusé à l'été 2017 portait atteinte aux institutions de la République, à la dignité d'autrui et était de nature à troubler l'ordre public. La HAC a expliqué dans un communiqué lu mardi 28 août par sa porte-parole Lucie Akalan avoir examiné une requête en révision déposée par France 2 qu'elle a trouvée recevable. Et l'on termine avec le forum sur la coopération Chine-Afrique prévu à Pékin du 3 au 4 septembre prochain. Sera une occasion supplémentaire pour le Congo de solliciter le soutien de la Chine dans sa tentative d'arracher un programme économique et financier avec les FMI. Révélation de Thierry Mongala, le porte-parole du gouvernement congolais chez nos confrères de Bloomberg. La Chine est le plus grand créancier du Congo, a déclaré Mongala. Tout soutien clair de la part de la Chine, politiquement et économiquement, assurera au FMI que les réformes que le gouvernement accepte en échange d'un plan de sauvetage seront mises en œuvre, a souligné le ministre congolais de la communication. Le Congo, quatrième producteur de pétrole du continent, est redevable d'au moins 9,14 milliards de dollars aux divers créanciers internationaux. Depuis au moins 10 ans, son économie, essentiellement dépendante du pétrole, s'est contractée du fait de la plongée des cours du brut. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.